Tous les Congolais en âge de voter 18 ans ou plus doivent s'offrir une nouvelle carte d'électeur laissée en milieu urbain a lieu aujourd'hui à l'UPN. Au Sénat, la ministre du portefeuille Munga Messozi a répondu et convaincu l'auteur de la question orale avec débat lui adressée sur la concession intégrée de ports de Boma, Matadi et Kinshasa. À Massina, après la pluie qui s'est abattue hier, la population s'est retrouvée dans l'eau. L'inondation empêche aux riverains de sortir. Antena, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Après 6h30 d'audition, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, est sorti aujourd'hui libre du parquet, mais il devra être entendu de nouveau au courant de la semaine. Dans un tweet, voulais-je dire, son épouse Karine Katumbi a annoncé que son mari sera entendu pour la deuxième fois le mercredi prochain. Le candidat déclaré à la présidentielle au Congo-Kinshasa est en route pour chez lui, situé sur 22, Lofoy, au quartier Golf. Nous sommes dans la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pour rappel, Moïse Katumbi Chapwe a été invité à comparaître parce qu'il aurait, selon le ministre congolais de la Justice, Alexis Tambomamba, procédé au recrutement de mercenaires américains, chose qui demande sur toute la ligne. Suivez cette correspondance particulière. Moïse Katumbi, comme vous savez, avait reçu un mandat de comparution depuis le samedi et on lui demandait de répondre à cette invitation aujourd'hui le lundi. Il s'est présenté aujourd'hui à 10h l'heure précise et de 10h à 18h que Moïse était là. Contrairement à la publié, comme quoi Moïse Katumbi a été mis dans une liste où il était inconnu, c'est tout ça, il était au parti, il comparaissait. Certains là qu'on vient de le relater, il sert de signaler que parmi les gens, on a arrêté quelques gens, quelques militants qui venaient l'accompagner. Ça, la ville a été dispersée dès son arrivée au parti. Même quelques journalistes sont tombés victimes, entre autres mon caméraman. Moi, j'ai échappé à un enlèvement par les gens en tenue civile, les gens de service public. J'ai été sauvé grâce à la solidarité de nos confrères d'ici. Et mon caméraman a été pris de la même manière, mais du moins son téléphone il a été sécuré. Et sinon, nous sommes là maintenant à l'entrée de la résidence de Moïse Katumbi, et la population est pleine devant le portail, en train de se réjouir. Mais à part ça aussi, la police venait de tirer à gaz lacrymogène pour disperser ceux qui voulaient l'accompagner de sa résidence. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante CENI doit en principe trancher et choisir un seul soumissionnaire entre les deux restants. Aujourd'hui a eu lieu à l'UPN, Université pédagogique nationale, le test d'enrôlement des électeurs en milieu urbain. Tous les membres de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont effectué le déplacement de ces sites pilotes choisis pour le milieu urbain avant d'aller ailleurs. Dans Momat, David Tembeni. Les images que voici sont celles de l'essai de l'enrôlement des électeurs congolais. Ici à l'Université pédagogique nationale, la CENI a voulu tester l'efficacité des matériels de soumissionnaires pour attester la performance dans les milieux urbains. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer au test sur terrain. Nous sommes donc ici à l'Université pédagogique nationale. Et après l'Université pédagogique nationale, nous allons faire le même test en milieu rural au village Ngombe Matadi au Congo central. L'objectif, c'est qu'il nous reste 2 fournisseurs d'équipements. C'est ce test qui va les départager finalement. Et nous allons aboutir à faire cela à la signature du contrat pour commencer l'opération de la révision du fichier électoral. Cette opération de révision du fichier électoral est la base sans laquelle on ne sait pas organiser les élections. Nous constituons le fichier de 42 millions d'électeurs sur tous les territoires nationaux. Cette opération va donc commencer dans les jours qui viennent et cette activité que nous avons
animé aujourd'hui sur le terrain va nous permettre dans 10 jours au plus tard d'avoir les fournisseurs qui auront gagné le marché. Les Congolais en âge de voter, c'est-à-dire 18 ans ou plus, jouissant de tous leurs droits, sont devenus se faire enregistrer dans la nouvelle liste de ceux admis à accomplir le droit civique de voter au moment voulu. Le test fini dans les milieux urbains à l'UPN, la CENI va cette fois-ci à Gombe Matadi dans les territoires de Banzangungu, dans la province du Congo central, pour le même test, mais dans un milieu rural. Entre-temps, au niveau de la commune de Lingwala, cette fois-ci au Palais du Peuple, siège du Parlement national, sachez que la ministre du portefeuille, Munga Messozi, a répondu aujourd'hui à la question orale avec débat lui adressé par le sénateur Jacques Joly et Sengekeli au sujet de la mise en concession intégrée de port de Boma, Matadi et du chemin de fer Matadi-Kinshasa. La ministre a fait bonne figure avec des réponses honnêtes et claires et les agents de l'ex-ONATRA continuent, eux, à leur tour, de croire qu'il existe des Congolais capables de pouvoir redresser ces géants de transport. Suivez ces commentaires. Réussir à redresser l'ex-ONATRA, c'est synonyme de réussir l'émergence économique de toute la République démocratique du Congo. Partant du port de Boma, Matadi et la nécessité de construire un autre port en eau profonde à Banana, aux côtés des chemins de fer, la ministre du portefeuille, Louise Munga, a répondu et surtout convaincue par honnêteté et clarté. Sur le plan commercial, l'augmentation du nombre des clients facturés, les stations de pompage, la réhabilitation des conduites du réseau primaire, des réseaux secondaires et tertiaires à Kinshasa, Matadi et Lubumbashi, qui constituent le plus grand centre d'exploitation et pourvoyeur des revenus à l'ensemble de la société. L'auteur de la question orale a été satisfait des réponses de la ministre Munga Messozi, mais il en interpelle le gouvernement sur l'impérieux devoir d'apporter une solution globalisante de Banana à Kisangani. Il faut réformer les entreprises publiques, il faut transformer la SSTTP, tout le monde est d'accord, mais nous ne sommes pas d'accord sur la vision. Cette vision, n'est-ce pas, qui consiste à segmenter l'ensemble du patrimoine de la STTP pour une concession qui ne prend pas en compte la globalité du projet. Et nous avons aussi l'impression que c'est une réformette qui ne prend pas en compte toute la problématique du développement et du transport de notre pays. C'est bon le port de Matadi, mais c'est un port fluvial. Il faut qu'il y ait intégration du port de Banana, qu'on puisse voir comment tout le port et toute la problématique des transports fluviaux à l'intérieur du pays. Les agents de l'ex-ONATRA, eux, continuent à croire que l'expertise nationale existe pour redresser ces géants de transport. Non, il ne peut pas changer les mots. Mise à concession, la stabilisation, c'est la privatisation. Non, nous sommes prêts pour mourir. Nous devons respecter les Congolais. Si nous avons donné les mandats au chef de... C'est le chef de l'État qui va rendre compte de son mandat. Je comprends que les amis du gouvernement n'aiment pas les chefs de l'État. Je vais vous donner... Le Sénat va rédiger les recommandations à envoyer au gouvernement central pour application. Quant à l'avenir du chemin de fer de Haut-Ouélé, la ministre a signalé l'existence d'un projet en phase d'identification dans le cadre de l'ATTCN, Autorité des transports et des transits du corridor nord, qui comprend le Soudan du Sud, l'Ouganda, le Kenya, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Ces projets visent la réhabilitation du CFUF et la mise de sa voie à l'écartement standard 1,4 mètres, ainsi que son interconnexion avec les réseaux ferrés de l'Afrique de l'Est à travers l'Ouganda. Ce projet est déterminant sur l'avenir du transport ferroviaire au nord-est de la République démocratique du Congo et dégagera des effets d'entraînement importants sur la liaison est-ouest du continent africain. D'une chambre à une autre, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux UNC, Crispin Bindoulé, en est à la récolte de signatures pour espérer réunir
125 requises en vue de faire passer sa motion de défiance à l'encontre du Premier ministre chef du gouvernement, Matata Ponyo. Ceci est donc la suite que ces députés UNC a voulu réserver au chef du gouvernement après lui avoir adressé une question orale avec débat sur l'exécution de son programme quinquennal défendu lors de l'investiture de son gouvernement il y a 4 ans déjà. Le ministre de Finances, Henri Yave, a échangé aujourd'hui 9 mai 2016 à l'hôtel du Fleuve dans la commune de la Gombe avec la chambre de mines. Les opérateurs miniers lui ont présenté leurs doléances, notamment le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA qui tarde à être conclu. Jean-Louis Miaswekama nous en dit plus. Le secteur minier en RDC est en berne et pour cause, la chute généralisée des cours des matières premières sur les marchés internationaux. Cela implique pour le pays une baisse des recettes d'exportation et une baisse des recettes dans les trésors publics, ce qui conduit au ralentissement de la croissance et du côté du gouvernement à la prise de mesures d'austérité. Les opérateurs du secteur minier éprouvent de sérieuses difficultés suite à l'arrêt des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Soucieux de dialoguer avec ces derniers, le ministre des Finances a eu un échange ce lundi 9 mai à l'hôtel du Fleuve. Henri va rassurer les membres de la Chambre de mines de la reprise du remboursement de la TVA. La Chambre de mines et les services publics concernés vont se rencontrer dans un avenir proche. Il s'agit d'au moins 400 millions de dollars à traiter. Il revient aussi aux deux parties de trouver des solutions définitives à ce système de remboursement pour éviter une asphyxie de l'économie. Rembourser la TVA aux opérateurs miniers ne sera que justice. Et le premier président de la haute cour militaire, le général-major Delphin Nimbo Yabuzilou, a ouvert aujourd'hui 9 mai 2016 un séminaire de formation à l'intention de magistrats du parquet récemment versés au siège. L'objectif est de renforcer leurs capacités dans la présidence des audiences dans les juridictions militaires. Sylvain Kapombo Bosengele. Ils sont appelés à présider dans différentes juridictions militaires de la République démocratique du Congo. Par conséquent, ces magistrats du parquet nouvellement versés au siège doivent être en mesure de donner les meilleurs d'eux-mêmes en maîtrisant certaines matières de l'appareil judiciaire militaire. D'où l'importance de ces séminaires de formation de 3 jours ouverts ce lundi par les premiers présidents de cette haute juridiction militaire qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités. Dans ce mot, le numéro 1 de la haute cour militaire a invité les apprenants à mettre en pratique ce qu'il a toujours appelé la trilogie, c'est-à-dire la discipline, la science et la conscience. Ceci pour le meilleur accomplissement de leur mission. Le respect du travail, le respect de la hiérarchie, la discipline, c'est la volonté, parce qu'il faut quand même que cette discipline soit librement consentie, d'accomplir sa mission. Une erreur commise par un juge peut avoir des répercussions graves dans un procès, a souligné Delphin Nimbo Yabuzilou. Je suis assez sévère au niveau du tribunal, au niveau des cours et même de la haute cour. Parce que l'erreur que peut commettre un juge, elle est lourde de conséquences. Notons par ailleurs que le colonel Nzaokeba Jean-Claude, l'orateur du jour, s'est entretenu avec ses magistrats sur le thème « Le rôle et le pouvoir du président d'une composition à l'audience d'une juridiction militaire ». Synonyme de bénédiction ailleurs, la pluie dans quelques quartiers de la capitale Kinshasa est très redoutée, tenez, par rapport à la pluie d'hier, à Massina notamment dans un quartier. Les habitants se sont réveillés le pied dans l'eau. Suivez en image. Les habitants du quartier Vallée dans la commune de Massina se sont réveillés le lundi 9 mai, le pied dans l'eau. À l'origine, la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du 8 au 9 mai. Mais il n'y a même pas moyen de sortir. Il y a l'eau qui est remplie. Je sais pas, il y a là qui est rempli, il n'y a même pas de terrasse ici. Parce que vraiment, s'il n'y a pas de terrasse, les gens vont souffrir.
dormir dans l'eau et se réveiller dans l'eau, pas moyen de sortir, lui porter les chaussures. Donc c'est vraiment un peu... Conscient pourtant des risques d'électrocution qu'entraîne généralement pareille situation, les enfants n'ont de choix que d'y patauger, comme cette vendeuse de pain. Les activités tournent désormais au ralenti. Les habitants du quartier Vallée lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités pour la construction des caniveaux avant que n'advienne le pire. Vous voyez quand même l'état où les gens vivent ici. C'est vraiment... il faut avoir un vision de ces gens. Parce que ce sont aussi des habitants. En entendant que ces dernières réagissent, la population de ce coin est appelée à la vigilance car la météorologie annonce d'autres pluies. Et ceci donc relance le débat sur le respect des normes urbanistiques avant de construire. Et ce qui nous fait penser aussi à la Croix-Rouge qui a été célébrée hier, oui, mais à l'échelle internationale, ça nous fait penser à ce qui s'est passé à Solferino où Henri Dinon a eu l'idée à valeur d'orque de créer ces mouvements de gens épris d'esprit d'humanité. Suivez. Concernant les travail qui est là-bas, il faut retenir que la Croix-Rouge joue un rôle essentiel à travers le monde. Chaque année, plusieurs dizaines de milliers de personnes comptent sur son assistance en tant qu'organisation internationale. Les agents de la Croix-Rouge se disent fiers de tout ce qu'ils font au quotidien. Ici et partout ailleurs, 97 millions de personnes partagent les mêmes idéaux humanitaires dans tous les pays. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo continue à espérer que ces bons fruits qu'apportent ses partenaires l'aidera à faire face à de nombreux défis humanitaires, surtout au moment où notre champ d'action passe de 11 provinces à 26 provinces. Votre société nationale, qui se veut être partout pour tous, comme le dit le thème de cette année, a un grand défi à relever. Votre soutien lui sera très bénéfique. Excellences, messieurs, distingués invités, nous ne pouvons clore ce message sans remercier encore une fois de tout cœur ceux qui sont à l'honneur à ce jour, ceux qui se livrent au service partout et pour tous. Les services des secouristes rassemblent toutes les générations, tous les regroupements ainsi que toutes les religions. Actuellement, le monde traverse une période difficile. Il est donc certain que les services de la Croix-Rouge s'avèrent de plus en plus sollicités. Et pour l'année 2016, le thème retenu a été « Partout et pour tous ». Et ceci frise un peu le caractère omniprésent de Dieu. Nous sommes dans l'église. L'église catholique a célébré dimanche, hier, 8 mai, la solennité de l'Assomption du Christ. Par la même occasion, à la communauté des missionnaires camboniens du Cœur de Jésus, située à Kimwinza, nous sommes dans la commune de Mongafula. Il s'est tenu la première profession religieuse de 6 novices, Popol Jakwao et Natacha Bomongo. La communauté missionnaire cambonien du Cœur de Jésus, avec joie et allégresse, a présenté les 6 novices qui ont fait leur première profession religieuse le dimanche de l'Ascension. C'était en présence du provincial des missionnaires camboniens en République démocratique du Congo, de plusieurs prêtres concélébrants, ainsi que de membres de familles des concernés. Nous avons célébré aujourd'hui la solennité de l'Ascension, la montée de Jésus au ciel, et au cours de cette célébration, nos jeunes confrères 6 novices ont fait leur première profession religieuse. Pour nous, comme missionnaires camboniens, c'est donc comme une nouvelle naissance. C'est comme dans une famille, quand il y a un nouveau-né qui arrive, c'est donc une joie. Les hérés consacrés ont loué l'Éternel pour ces vœux qu'ils viennent de concrétiser. C'est un grand moment, un grand plaisir pour moi de voir que je suis en train de mettre mes premiers vœux en ce mois marial. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension du Seigneur. C'est que le Christ compte sur nous. Le Christ a encore un mot à dire sur nous. Aujourd'hui, j'ai une grande joie. Joie parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie et il m'a consacré. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une autre opportunité de le suivre de façon particulière. En ce dimanche de l'Ascension du Christ, les 6 novices sont envoyés en mission en raison de 2 au Brésil, 2 au Pérou, 1 au Kenya et un autre en Afrique du Sud pour une formation de 5 ans en théologie afin d'être ordonnés frères scolastiques. En sport, 3 clubs quinois, à savoir le Daring Club Motema Pembe, Shark Club et V Club se sont imposés devant Mungano de Bukavu Sangabelende
de Mbujimaï et Dauphin Noir de Goma dimanche 8 mai 2016 au stade de Martyrs de la Pentecôte dans la commune de Kinshasa en match comptant pour la phase retour du play-off de la Linafoot. Patrick Borel-Moukindi pour le détail. Un dimanche 100% football en RDC, plus précisément à Kinshasa pour le compte du play-off de la Ligue nationale de football. À l'affiche, au stade des Martyrs, 3 rencontres de grande envergure. Tout a commencé à 10h avec le match d'Arikle Motema Pembe au Semungano. Les Légas du Sud Kivu étaient le premier à allumer la mèche par l'entremise de leur buteur Saïdi Abedi, avant qu'Eriki Toulengue égalise de la tête du côté des Imaniens. Et sur un magnifique coup franc, l'Ivoirien et les détonateurs du Darikle Motema Pembe, Junior Koné, marquera le deuxième but de vert, blanc et rouge. En pleine plénitude de leurs moyens, malgré les ratés en série, Dessin-Pé corsera l'addition sur penalty grâce à Moukoko Mayaï qui a rendu hommage à Jules Chungwe Mbadio, Bakala Diakouba, les chefs du village Molokai. À 13h45, les requins bleus de Shark ont mis à genoux les leaders Sangabalende de but à 0, avec les réalisations de l'ancien salésien Chabda Maïch à la 11e et Ngoy Emomo 43e sur penalty provoqué par Bakoulou Jacques. Et pour boucler la journée, à 15h45, le club de Kinshasa recevait Dauphin Noir de Goma dans un match des familles. Les Moscovites ont réussi à faire trembler les filets des Gomatraciens à la 40e par Bopunga sur un centre du revenant Niemba Walbi. La seconde période, qu'est des attaques tranchantes des deux côtés. La rencontre devenait très alerte, moment de joie pour les Nord-Kivusiens qui scoraient à la 59e grâce à Moindo qui crucifiait le portier camerounais Nelson Lukong. À un but partout, l'équilibre parfait. Mais V Club devait impérativement s'imposer pour prendre la tête du classement après les faux pas des Angessins. C'est enfin dans les Money Time que V Club prendra l'avance sur penalty concrétisé par Jean-Marc Moumbele. Et nous allons à présent lire la presse parue aujourd'hui sur Kinshasa dans une sélection et commentaires signés pour vous par Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. En ce lundi 9 mai, l'actualité reste dominée par la convocation de Moïse Katumbi au parquet de Lubumbashi. Ainsi, les lauréats titrent à sa une, candidat déclaré à la présidentielle de novembre prochain, Moïse Katumbi convoqué ce lundi au parquet de Lubumbashi. La ville de Lubumbashi était en effet en effervescence totale. La population s'est fortement mobilisée pour accompagner Moïse Katumbi, ancien gouverneur de l'ex-Katanga, au parquet de Lubumbashi où il a été convoqué. Il s'est expliqué sur l'affaire de recrutement des mercenaires supposés dont il est accusé par le ministère de la Justice. Bien des interrogations renchérit l'avenir fusent encore des différents bords pour savoir où est-ce que le président Moïse Katumbi a dissimulé les autres mercenaires, collègues à Lewis Darwin arrêtés, alors que ces derniers avaient bel et bien accompagné le président de tout-puissant Mazembe le 24 avril à sa manifestation politique de la Kenya Lubumbashi, comme en témoignent plusieurs photos prises par son propre entourage. Les a-t-il mis à l'abri pour surprendre le moment venu? Telle est une autre question qui hante les esprits, tant il est connu que ces fugitifs logés jusqu'avant leur mystérieuse disparition dans les résidences du président du tout-puissant Mazembe. La vérité a certes la peau dure, conclut le journal. Moïse Katumbi, seul devant la barre, doit dire où sont passés les 6 autres mercenaires sur les 7 qu'il avait hébergés. Autre actualité avec la CENIJ. Dans le cadre des opérations de la révision du fichier électoral, rapporte la référence plus, la Commission électorale nationale indépendante démarre aujourd'hui lundi le test pilote des kits d'enrôlement et des sources d'énergie à l'Université pédagogique nationale et 2 jours après, ça sera à Gombe Matadi, Banzangungu dans le Congo central. Terminons cette revue avec le dépêche de Brazzaville qui note à sa une exercice budgétaire 2016, adoption du projet de loi des finances rectificatif. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement a procédé au cours de sa dernière réunion ordinaire, présidée par le Premier ministre Matata Ponyo, à l'adoption du projet de loi des finances rectificatif de l'exercice 2016, conformément à la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et bon début de semaine chez vous. Avant de boucler complètement cette grande édition du journal, nous vous proposons de suivre en grand format la 4e réunion du comité de pilotage monétaire de la Banque centrale du Congo, présidée
le vendredi dernier par le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo Mwananyembo. La Banque centrale du Congo s'emploie à la stabilisation du marché de change à travers la République démocratique du Congo. Des signaux forts sont du reste déjà enregistrés suite à son intervention sur le marché. Une accalmie a déjà été constatée les 2 dernières semaines du mois d'avril. Il s'agit d'une détermination affichée par l'autorité monétaire, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, au cours de la 4e réunion du comité de politique monétaire qu'il a présidé ce mercredi 4 avril 2016, relative à l'examen des derniers développements économiques au plan extérieur et intérieur, ainsi que les facteurs de risque pouvant affecter la stabilité du cadre macroéconomique à court terme. En vue de contenir la dépréciation du taux de change, la Banque centrale du Congo, qui manifeste ainsi sa détermination, a mis en place un dispositif de surveillance rapproché du marché des changes et continuera à utiliser à plein régime les instruments de la politique monétaire et ne ménagera aucun effort pour apaiser les tensions sur le marché. Oui, nous venons de maintenir et changer effectivement le dispositif de la politique monétaire. D'abord parce que nous sommes à mi-parcours de l'exécution des mesures de politique monétaire et d'échange ainsi que de politique budgétaire que nous avons eu à prendre le 23 février et même le 11 avril dernier, mesures visant à assainir le marché monétaire et d'échange, à rendre beaucoup plus rigoureuse la régulation de la liquidité. Il vous souviendra que c'était à travers le relèvement du coefficient de la réserve obligatoire, à travers l'élargissement de fourchettes d'émission de bons BCC, à travers la vente de 2 fois 50 millions de dollars et aussi à travers l'ajustement budgétaire. En ce qui concerne le relèvement du coefficient de la réserve obligatoire, au plus fort de la surchauffe, en l'occurrence le 23 février, la réserve excédentaire de banque avait culminé à 288 milliards de francs et du coup on était versé dans une zone de fortes turbulences et c'était pour la première fois depuis plusieurs années que cette réserve excédentaire dépassait la réserve obligatoire. Et le fait de relever nous a conduit à diminuer d'abord cette réserve à plus ou moins 100 milliards et il y a quelques jours nous étions même à moins de 20 milliards. Aujourd'hui où je vous parle, nous sommes dans une situation où la réserve excédentaire est même négative. Donc la réserve obligatoire est de 292 milliards alors que tous les avoirs confondus des banques dans les livres de la Banque centrale sont à 221 milliards. Donc nous sommes dans une situation proche de l'asphyxie. La liquidité est presque inexistante, la liquidité excédentaire. Et c'est une mesure qui a porté ses fruits. Bien sûr, il n'est pas normal de vivre dans une économie où il n'y a pas de liquidité excédentaire. Il faut que ça revienne petit à petit, mais je crois que ça va revenir parce que nous sommes dans une période exceptionnelle. Aujourd'hui, la situation semble plus ou moins calme sur le marché depuis la 2e quinzaine du mois d'avril. Deuxièmement, il faut noter que l'analyse de dernier développement de l'évolution de la conjoncture économique tant au plan international qu'au plan national n'indique pas des risques de choc supplémentaires à même de perturber davantage le cadre macroéconomique qui semble se stabiliser ce jour-ci. C'est là d'autant plus que sur le plan externe, il n'y a pas de risque d'inflation importée. Le cours du pétrole, bien qu'à légère hausse, reste toujours encore bas en tendance depuis pluriannuelle, il reste encore bas et il n'est pas même d'exercer une pression haussière sur le prix du carburant à la pompe, ce qui est bon pour le rythme de formation de prix intérieurs. Ainsi, au regard des différentes actions entreprises à mi-parcours par la Banque centrale du Congo, le comité de politique monétaire a décidé de maintenir inchangé le dispositif actuel de la politique monétaire. Le taux directeur est maintenu à 2%, les coefficients de la réserve obligatoire sont fixés respectivement à 10% et 9% pour les dépôts en devises à vue et à terme, et à 2% et 0% pour les dépôts en monnaie nationale à vue et à terme. Quant à la régulation de la liquidité, elle devra se poursuivre via le bon BCC. La Banque centrale du Congo, qui tient au renforcement de la solidité du secteur bancaire en République démocratique du Congo, insiste sur la mise en œuvre des politiques efficaces qui conduisent à imprimer des transformations structurelles au niveau de l'économie nationale. Nous avons mis en œuvre des actions immédiates
notamment l'accompagnement financier en termes de reprise de refinancement en faveur de cette banque, et cela a permis la reprise des activités et assurer la continuité du travail dans la banque, et la banque continue de travailler jusqu'aujourd'hui et nous pensons que ça sera de manière définitive. Deuxièmement, il y a eu l'intensification de la communication. Il a fallu rassurer le public et les déposants en particulier que la BIAC n'était ni en faillite ni en liquidation, encore moins en gestion administrative BCC. C'est une banque qui a connu un problème temporaire de liquidité et qui devait être résolu et qui est en voie d'être résolu aussi. La troisième action a consisté à maintenir notre équipe de représentation provisoire qui est à la BIAC même, qui appuie l'équipe dirigeante dans sa gestion. Elle assure le suivi au quotidien de manière approchée, le suivi de l'exécution du plan de redressement ou de toute autre mesure prise par l'autorité monétaire. D'asseoir une gestion de bonne gouvernance qui soit en phase avec des normes prudentielles pour améliorer la compétitivité de l'exploitation commerciale, améliorer la gestion des risques, améliorer la rentabilité en passant par l'amélioration surtout de la qualité du portefeuille crédit de cette banque qui s'est beaucoup détérioré. Et enfin, la mesure ultime sur la récapitalisation de cette banque, la confiance est en train de revenir, mais je crois qu'elle va se cristalliser avec l'entrée dans le capital de la banque de nouveaux actionnaires, et nous sommes en négociation avec déjà plusieurs candidats. Il y a même des banques locales qui sont ces candidates. Nous avons également des réformes que nous allons mettre en œuvre d'ici là pour renforcer la stabilité de notre système bancaire. Et là, il faut que la loi puisse défendre les banques. Nous allons également renforcer la réglementation en ce qui concerne les crédits aux sociétés apparentées. Nous allons également renforcer la réglementation sur les frais liés à l'assistance technique apportée par les maisons mères aux banques. Également légiférer sur l'embauche des cadres expatriés. Il y a aussi le renforcement du pouvoir de l'autorité de régulation et de contrôle dans la résolution des crises bancaires, notamment en dotant l'administrateur provisoire de pouvoirs suffisants pour remplacer l'Assemblée générale des actionnaires pour prendre de grandes décisions comme les buy-in, les buy-out. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Bonne semaine dans vos familles et au revoir.